disons, un résumé de toute l'Amérique latine, c'est un peu difficile. On peut prendre par exemple au cas par cas. Je pourrais parler un petit peu du cas du Venezuela, qui est le cas qu'on a le plus soutenu, surtout, et qu'on soutient le plus dans notre association, parce qu'elle est fortement attaquée dans ces efforts justement d'indépendance nationale. On va juste parler de libération nationale, et qui donc a mis en place un processus révolutionnaire, mais qui a un caractère très spontané. C'est-à-dire que les réformes pour la transformation se font de manière sans une idéologie précise. Elle est principalement, on parle d'indépendance nationale, de révolution bolivarienne, mais elle n'a pas une idéologie précise, avec un programme précis. Elle n'est pas lidérée par un parti, communiste ou un parti socialiste qui va diriger cette révolution. Elle se fait un peu au coup par coup, par des réformes sociales, mais elle est très spontanée. Et elle se fait dans une économie qui est une économie rentière, parce qu'elle dépend principalement du pétrole. Et c'est une colonie, parce que la Venezuela, par exemple, c'est une colonie pétrolière. La grande partie de son industrie pétrolière, elle était contrôlée principalement par les États-Unis, jusqu'à quand arrive Chavez. D'accord? Donc c'est très difficile. Donc c'est un processus qui va mettre très longtemps pour arriver à cette transformation, parce que justement il n'y a pas une idéologie précise. Elle se fait de manière un peu spontanée dans une société complètement américanisée, avec l'American Way of Life, donc une société habituée à la consommation, très inégalitaire. Et donc c'est pas facile, c'est pas du tout facile. L'exemple du Venezuela, le Venezuela, pays latino-américain qui s'est battu pour son indépendance nationale avec le Libertador Simón Bolívar contre les Espagnols, donc en 1810 à peu près. Donc, mais qui est resté avec une économie rentière, une économie exportatrice, principalement de pétrole. L'agriculture, elle a été sacrifiée parce qu'elle était donc dominée par des grands latifondiums, donc des grands propriétaires terriens qui ne mettaient pas, disons, en valeur la terre, ni la production agricole, ni aucune industrie d'ailleurs. Le Venezuela n'a pratiquement pas d'industrie nationale, d'accord? Donc juste exportation. Mais elle n'a pas que le pétrole, elle a aussi de l'or, du bauxite, elle a plein d'autres minerais. Mais de toute façon... Elle n'a pas de moyens de transformer. Non, c'est pas qu'elle n'a pas les moyens, c'est que la bourgeoisie vénézuélienne n'a pas voulu mettre en place une industrie nationale. C'est une bourgeoisie totalement compradora, c'est-à-dire qui s'est contentée d'avoir les commodités, c'est-à-dire les bénéfices et donc importation de produits et exportation des ressources naturelles. Ça, c'est l'économie vénézuélienne. Avec Chavez, donc, on essaye de transformer ça, mais c'est très difficile. Hein. C'est un processus qui va mettre des années. Si ça continue dans s'il continue dans cette volée, il y a encore beaucoup de tout ce qui est il y a eu des réformes sociales. Donc on a beaucoup fait du point de vue de l'accès aux soins des plus démunis. On a beaucoup fait aussi dans le domaine de l'éducation, avec la construction d'écoles, d'universités, dans des régions très reculées du Venezuela par exemple. On a beaucoup fait aussi dans la construction de logements. Plus de 3 millions de logements ont été construits au Venezuela en moins de 20 ans. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup pour un pays comme le Venezuela, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire, notamment en ce qui concerne la nationalisation. Bon, le pétrole a été nationalisé, donc la société de pétrole PDVSA a été nationalisée, mais il y a encore plein de secteurs comme le secteur du commerce ou par exemple le secteur banquier qui sont encore en main privée, les moyens d'information aussi. Par exemple, tout ce qui est les médias sont encore en main de sociétés, de compagnies privées, et donc c'est pour ça aussi qu'ils rencontrent beaucoup de difficultés, justement ils sont discrédités, c'est-à-dire le chavisme est discrédité parce qu'ils ont voilà, beaucoup plus de informations. Bon, il y a toute une série de choses qui restent encore à faire, mais il y a une alliance civico-militaire, et ça c'est très important, c'est-à-dire que jusqu'à présent, bien qu'on ait essayé de corrompre le corps militaire,
il y a encore une alliance entre le peuple et les militaires. Il y a eu le cas des militaires qui ont été corrompus, ils ont dû s'échapper en Colombie, mais après ça n'a pas marché, etc. Bon, il y a eu plein de... Avec l'opposant là. Oui, avec Guaido, mais ça n'a pas marché. Donc cette alliance civico-militaire est très importante parce que par rapport à ce qui s'est passé au Chili, par exemple, les militaires n'ont pas soutenu à la fin, il n'y a pas eu cette alliance avec les militaires. Donc même bien qu'on ait, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé au Chili en 1900, donc avec le coup d'état militaire de Salvador Allende, et ben à la fin les militaires ont agi contre le gouvernement avec Salvador Allende. Par contre ici il y a encore cette alliance et ça c'est important. Malgré l'appel de l'opposant. Malgré l'appel, exactement. Donc il y a encore ça. Et je pense que c'est ça qui tient debout le Venezuela pour le moment. Enfin la révolution bolivarienne. Voilà. Alors pour ce qui est du Brésil, ben, je ne sais pas si vous avez suivi, donc il y a eu une espèce de coup d'état, on appelle ça... Non, d'abord le sol, d'abord la paysannerie, la classe ouvrière et le patronat avant de rentrer dans la politique. Alors le Brésil, c'est aussi un pays... Bon, différent du point de vue différent du Venezuela parce qu'au Brésil dans les années à partir de la Seconde Guerre mondiale il y a eu ce qu'on appelle le développement d'une économie de substitution, c'est-à-dire qu'ils ont développé l'industrie des biens de consommation. Donc le Brésil, c'est le seul, je pense que c'est le seul pays d'Amérique latine qui a une industrie qui comment on appelle ça, presque complète, c'est-à-dire qu'elle construit de l'aéronautique jusqu'à les moyens, jusqu'à comment on appelle ça, les moyens de transport, les bateaux, elle transforme, même en agriculture, il y a des grosses compagnies qui font de la transformation donc agricole avec des tout ce que vous voulez, des jus de fruits, du blé, enfin de tout. Donc, des bateaux légers, de tout. Il y a, comment on dit, un éventail complet de l'industrie. Ça, c'est très important au Brésil. Elle a subi beaucoup d'attaques de la part même des grosses multinationales britanniques, américaines, etc., qui ne voulaient pas justement qu'elle développe son secteur informatique ou aéronautique ou autre, parce que c'est un concurrent sévère. Ça pourrait devenir un concurrent sévère, mais le Brésil, par exemple, exporte vers d'autres pays d'Amérique latine, notamment au Chili des bus, ou en Argentine, elle exporte on appelle ça accessoires informatiques, des hélicoptères, des avions, etc. Donc c'est un gros... Le Brésil, c'est un pays très important en Amérique latine du point de vue industriel. Et dans l'agriculture, c'est majoritairement de l'agrobusiness. C'est des grandes compagnies américaines souvent d'ailleurs, ou japonaises, qui contrôlent des pans entiers de l'agriculture brésilienne. C'est pour ça que justement, je ne sais pas si vous savez, l'accord qui est en train de se faire entre l'Union européenne et le Mercosur, avec le Mercosur, c'est autre chose, c'est le Canada, mais ça c'est avec le Mercosur, entre l'Union européenne et le marché économique du Sud, c'est-à-dire Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay. Donc c'est les pays du cône sud de l'Amérique latine, ils sont en train de négocier pour signer un accord donc, de libre-échange. C'est normal, dans le même continent. Et donc, ils sont en train de voir parce que le Brésil, soi-disant, utiliserait des pesticides qui seraient interdits dans l'Union européenne, etc. Mais de toute façon, le Brésil, c'est un pays très, très développé du point de vue industriel, parce qu'elle a comment on dit, je ne sais pas comment on dit en français, un éventail complet de son industrie, qui va donc du bien de consommation au bien d'équipement, à l'industrie lourde, etc. Mais il y a une inégalité criante, et surtout dans le domaine agraire, parce qu'il y a encore ces grandes... Ça, c'est une réforme qu'ils n'ont jamais réussi à faire, et même avec Lula, le président Lula, qui a été après enfermé, emprisonné injustement, on lui a fait un faux procès de corruption, voilà, un coup d'état de la bourgeoisie. Il n'a pas réussi à réformer, il n'a pas réussi à faire la réforme agraire. C'est-à-dire, chose que au Venezuela, ça s'est fait quand même de manière succincte, mais il y a eu des répartitions des terres, surtout aux indigènes vénézuéliens. Mais par exemple, pour le Brésil, non. Le Brésil continue à être un pays où la concentration de la terre est énorme.
Et il y a le coefficient de Gini, d'ailleurs, qui est très important là-bas, parce que les paysans sans terre, le mouvement des paysans sans terre est un mouvement extrêmement important parce qu'ils sont chassés des terres, surtout du nord-est brésilien. Il y a une émigration qui va toujours dans les grandes villes, et là ça constitue les bidonvilles avec toute la pauvreté, la misère et tout ça qui est bien connu, que vous connaissez bien. Donc il y a le problème agraire est très sérieux au Brésil. Donc quel est le pays qui s'approche du Brésil? Du point de vue industriel, c'était avant l'Argentine. L'Argentine était un pays aussi, mais là, aujourd'hui, avec toutes les réformes structurelles qu'ils ont fait, les diktats du Fonds monétaire international, tout ça, aujourd'hui, la pauvreté en Argentine est féroce. Hein. Ça, c'est les diktats du Fonds monétaire international, la dette qu'avait le Brésil, par exemple. La dette qu'avait le Brésil, ça les a complètement... détruits parce qu'ils ont dû se plier au diktat du Fonds monétaire international et donc à toute la politique d'ajustement structurel. Et ces politiques d'ajustement structurel, vous le savez bien, elles visent principalement donc de diminuer les budgets de l'État, donc les déficits, enfin ils appellent ça des déficits, mais toutes les politiques sociales. Donc les gens se retrouvent sans... Bon, déjà, il y a moins d'accès à l'éducation, à la santé, il n'y a pas de politique sociale du tout. Beaucoup de gens sont sans logement et je ne sais pas si vous savez, mais moi, je n'ai pas maintenant les chiffres en tête, mais en Argentine, la pauvreté a beaucoup augmenté, alors que c'était un pays considéré la Suisse de l'Amérique latine et tout ça, comme l'Uruguay d'ailleurs. Ça, c'est depuis quand ça? Ça a commencé dans les années 80. Tout ça, dans les années 80 en Argentine. Même en Afrique, on a connu ça. Oui, peut-être. Oui, mais c'est ce qu'on appelle ajustement structurel. Oui, les ajustements structurels. Oui, ajustement structurel. Et puis, il y a eu beaucoup de morts chez nous. Oui. Les retraités ne touchaient plus leur salaire. Exactement. Et ça s'appelle, nous avons encore un nom, un beau petit barbare. Ah oui, mais on a renvoyé les enseignants. Oui, exactement. On a viré les enseignants. Tout à fait. Les hôpitaux, on a privatisé le ramassage d'ordures. Exactement. Alors le pays en Amérique latine qui a le plus privatisé, mais jusqu'à l'eau, c'est le Chili. Le Chili, dont je viens du Chili. Eh bien ça, c'est le pays qui a mis en place une politique ultra-libérale, mais ultra-libérale, avec toutes vous connaissez Milton Friedman, l'économiste, l'école des Chicago Boys, etc. Ben c'est eux, ils ont mis en place la politique ultra-libérale des Chicago Boys, et donc, disons que, comment on dit ça, même l'eau aujourd'hui est privatisée. Même l'eau, c'est-à-dire il ne reste plus rien. Mais c'est la France, c'est nous aussi en Afrique, on a juste, non seulement ça, mais on a vendu les bijoux de famille, nos ports, nos aéroports, à un franc symbolique. Exact, c'est un peu la même, disons, c'est la même idéologie. Oui, un franc symbolique, nos ports, non seulement ça, mais nous avons fait des emprunts. On nous a obligés, on a fait des emprunts pour construire des routes, pour mettre en valeur certaines usines. Quand nous avons fait ces emprunts, on nous a obligés à les privatiser. Et ils ont racheté ça à un franc symbole, le Bolloré, mais ça tout. Oui, le Bolloré, le Bouygues, ils ont fait des trucs énormes. Donc, on a emprunté des milliards. Et non seulement on a emprunté des milliards, et ces milliards-là, nous le payons. Et ces entreprises, ces routes, ces traçons privatisés sont devenus des propriétaires des multinationales. Exactement. C'est exactement ça. Ils ont profité vraiment, mais ils s'apportaient encore un nom barbare que nous avons beaucoup souffert là-bas, surtout en Afrique. On n'en parle pas. On en a souffert jusqu'à on nous a enlevé de tout, nos ports, nos aéroports. Non, mais maintenant je vais intervenir. Oui. Permettez-moi de ne pas me couper la parole. Je vous demande de ne pas me couper la parole parce que j'aime bien chercher un fil conducteur pour exprimer la politique du point de vue de l'histoire
point de vue scientifique. C'est pas les pleurnicheries, on est en train de pleurnicher, qui nous ont volé, ils nous volent, mais c'est normal. Les gens ne comprennent pas que nous sommes, le monde est en lutte de classe. On ne veut pas reconnaître que dans la société humaine, qu'il y a des classes. J'achète un livre de sociologie, quand je l'ouvre, je ne vois pas les luttes de classe. Non. Alors que la sociologie signifie les classes sociales. Si tu me présentes un livre de sociologie, tu le rédiges comme un journaliste, le langage des journalistes, ben moi je suis en train de lire de la littérature, tout simplement. Si tu me présentes un livre de philosophie, je ne vois pas à l'introduction la lutte des contraires, absolue et relative, c'est pas de la philosophie. Donc, nous sommes dans un monde, le monde est parti de la société primitive et les forces productives ont augmenté jusqu'à scinder la société en classes. Je répète, la société primitive signifie que dans cette société, personne n'en possédait plus qu'un autre. Mais plus l'homme arrive à maîtriser la nature, plus il arrive à créer une plus-value. Cette plus-value, au fil des siècles, a donné naissance inconsciemment aux classes. Ah, toi tu cours plus vite que moi, tu es le chef. C'est comme ça. Et à partir du chef, du départ, qui prend les décisions, c'est là le noyau rationnel qui va naître les différences de classes dans la société humaine, jusqu'à devenir effectivement une puissance administrative au plan militaire, au plan culturel, au plan juridique, etc. etc. Donc, l'État n'existe que parce que les contradictions sont antagonistes entre exploiteurs et exploités. L'État n'a pas toujours existé, il a existé dans un processus pour devenir une puissance qui s'impose. Donc, si moi, je suis membre de l'État, je suis en droit de t'imposer la loi. Je suis en position de puissance capable de corrompre les uns et les autres à mes profits. Faute de quoi, tu vas mourir de faim. Donc, c'est à toi l'opprimé, c'est à toi l'exploité d'étudier les lois qui font que cette puissance est là et s'impose. Et comment résoudre le problème? Eh bien, il faut savoir qui dans la société est effectivement victime de ce système. C'est à celui-là qu'il faut s'en tenir. C'est à celui-là qu'il faut considérer qu'il a un intérêt au changement. Mais pas celui qui a 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 euros par mois, qui va te trouver une idée juste dans la solution des contradictions. Non, c'est celui qui n'a rien, alors qu'il est enfant de la société, qui a intérêt à comprendre et qui a intérêt à se battre jusqu'à payer sa vie, parce que ses enfants, ses petits-enfants seront esclaves malheureux comme lui. Ils finissent en prison, à la baumette, je sais pas quoi et quoi. Donc, ne pas acheter un livre parce que c'est un professeur d'université. Non, c'est des papiers à vendre, c'est tout.
mais achète le livre de celui qui a transformé sa société. Parce qu'il a maîtrisé les lois économiques de son pays jusqu'à éveiller son peuple pour que son peuple paye la vie ou la mort. Mais pas, c'est l'imbécile qui a un doctorat, je ne sais pas, de Oxford ou de... Non, non. Quand je lis son livre, il n'y a rien. Voilà. Voilà ce que j'ai dit. Donc,